Je suis Pulchérie Balé, présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, une plateforme de la société civile. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous savez qu'on est dans le domaine de la défense des droits humains. Donc, toutes les violations qui ont eu lieu récemment, nous en avons parlé, comme l'arrestation de Assidou Gari. Il y a des abus aussi au niveau des membres même de la société civile, comme ceux de Côte d'Ivoire consommateurs aussi qui ont été arrêtés récemment. Donc, il y a tout ce qui est injustice, tout ce qui est abus. Et puis, il y a aussi évidemment l'actualité politique. Voilà, on a beaucoup abordé la question sur la RLE. On a même créé une rubrique dans le cadre de nos mardis qu'on appelle Élections, parlons-en. Dans le cadre de cette rubrique-là, nous débattons des sujets d'actualité en rapport avec les élections, nous donnons nos avis. Voilà. Bon, ses amis nous disent qu'il va bien, mais en fait, c'est pas à nous de mener des démarches pour sa libération. C'est un syndicaliste. C'est dans le cadre de ses activités syndicales qu'il a été arbitrairement arrêté. Donc nous, en tant que défenseurs des droits, nous dénonçons le caractère arbitraire de son arrestation qui n'a pas été conventionnel. On est arrivé chez lui, on a cassé sa porte, on l'a emporté devant sa famille. Dans un état normal, on lui aurait envoyé une convocation. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que il ne fait pas partie des meneurs en première ligne de cette lutte. On ne comprend pas pourquoi on laisse les meneurs et c'est lui on pend. Cela dit, le droit syndical et le droit de grève sont consacrés par la Constitution. Donc dans l'ensemble, aucun d'entre eux n'a rien fait de mal puisqu'ils ont respecté la procédure. Donc il n'y avait même pas lieu d'arrêter qui que ce soit. Donc nous, on dénonce, mais ce sont à ses amis de mener des démarches, de mettre les pressions qu'il faut pour qu'on le libère. Bon, ils sont les mieux placés pour répondre. Je sais qu'il y a une assemblée générale le 6 mai, mais avant ça, il y a eu des rencontres avec les membres du gouvernement, rencontres au cours desquelles ils ont demandé la libération de leurs camarades. On leur a opposé la séparation des pouvoirs, alors qu'en réalité, il n'en est rien sur le terrain. Quand ça les arrange, on viole la séparation des pouvoirs. Donc on peut aussi le libérer si on le veut. Donc, on attend tous impatiemment l'AG du 6 mai, mais si moi j'avais été à la place de ses amis, on n'aurait pas repris les cours tant qu'il ne serait pas libéré. Parce que je ne sais pas ce qu'il a fait de plus que ceux qui sont en liberté pour que lui, il soit jugé au point de lui donner 2 ans d'emprisonnement. Bon, il faut dire que comme nous sommes dans un pays où on n'aime pas respecter les principes, c'est pour cela qu'il y a des problèmes. Sinon, il est tout à fait normal que quand quelqu'un ne travaille pas, on fasse des ponctions. Mais les ponctions doivent être proportionnelles au nombre de jours non travaillés. Ça ne doit pas être abusif. Alors que dans le cas de ces enseignants-là, il y en a qui ont vu tout leur salaire suspendu, notamment les premiers responsables syndicaux. Et puis les autres, on a fait des ponctions d'au moins 10 jours, du tiers du salaire, ce qui n'est pas normal, parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant 6 jours. Donc si on doit faire une ponction, ça doit être pour 6 jours. L'autre chose, c'est que systématiquement, quand ils reprennent, ils font des cours de rattrapage. Donc le fait de faire des cours de rattrapage témoigne de leur conscience professionnelle. Donc en principe, il ne devrait pas y avoir de ponction. Voilà. S'il n'y avait pas de cours de rattrapage, on pourrait le comprendre. Donc ces ponctions-là sont dans l'ordre des abus que l'administration commet. Et ce n'est pas la première fois. En 2019, il y a eu des ponctions, il y a eu des promesses de rétablissement qui n'ont jamais eu lieu. En 2024, pareil. Et encore cette année, on leur promet de rétablir les parties ponctionnées, mais rien ne prouve que ça va se faire. Non, la justice ivoirienne, elle va très mal et c'est très évident. Elle va très mal pour la simple raison que depuis
les premières institutions de prise en charge que sont la police et la gendarmerie, il y a des abus jusqu'au haut de l'échelle. Et ça, on ne le dit pas pour le dire. Il y a beaucoup de preuves. Vous savez certainement que on arrête les gens à tout bout de champ. Il y a des affaires qui pouvaient se régler au niveau du commissariat ou de la gendarmerie qui s'en vont au parquet. On aurait pu éviter ça, d'autant plus que les capacités de nos prisons sont dépassées. Il y a une surpopulation carcérale. Donc déjà, il y a une injustice au niveau de la façon dont on prend les affaires en charge. Il y a des affaires qui ne méritent pas d'en arriver à la prison, on va à la prison. Il y a des personnes aussi qui sont en détention préventive, des milliers de personnes qui sont en détention préventive abusive. Parce que la détention, là, elle est encadrée. Si les gens ne le savent pas, en prison, on a les prévenus et puis on a les condamnés. Les condamnés, c'est les personnes qui ont été jugées, qui purgent leur peine, qui attendent d'épuiser leur peine pour sortir. Mais les prévenus, c'est des personnes qu'on maintient en prison en attendant de les juger. Et c'est encadré par la loi. Normalement, si vous êtes là-bas pour un délit qui est traité en correctionnel, on ne doit pas excéder 18 mois. Si vous êtes là-bas pour un crime, on ne doit pas excéder 24 mois. Mais il y a des personnes qui ont fait plus de 10 ans en prison sans jugement. Il y en a plein. On était là-bas, on les connaît, il y en a qui sont encore là-bas. Donc, il y a des abus à ce niveau. C'est un dysfonctionnement de la justice. Il y a aussi l'ingérence de l'exécutif dans la justice. Quand il y a un problème que l'exécutif a avec un individu, on appelle, on emprisonne des gens vraiment à tout bout de champ, même pour des sujets qui n'en valent pas la peine, même pour des actions qui ne constituent pas des délits, voilà, comme ceux qui ont fait la grève. C'est pas un délit que de faire la grève, c'est un droit. Voilà, quand on a respecté les procédures pour aller à la grève, il n'y a pas de raison qu'on emprisonne quelqu'un. Quand quelqu'un veut manifester, normalement c'est un droit constitutionnel qui n'est pas soumis à autorisation. Mais notre justice va tellement mal que même le code pénal a été modifié et rendu anticonstitutionnel. Parce que pendant que la Constitution nous demande juste de déclarer cela à l'autorité, le code pénal nous exige une autorisation. Donc, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre certains textes, la Constitution étant au-dessus de tous ces textes. Donc, notre justice va très mal. Et si on veut en parler, franchement, on ne va pas en finir. Mais il y a des abus à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Et c'est inquiétant parce que ça met les citoyens dans une insécurité totale. Non, pas du tout. Pas du tout, puisque y a beaucoup d'exemples. La liberté en général même n'est pas garantie. Parce que le droit de manifester pacifiquement est constitutionnel, mais on peut le remarquer, il n'y a que les militants du RHDP qui sont autorisés à manifester. Tous les autres, on interdit systématiquement. Et si vous insistez, c'est la prison. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire véritablement. Et on le voit aussi hein, dans tout ce qui s'est passé récemment, les gens de Côte d'Ivoire consommateurs qui ont été emprisonnés parce qu'ils sont allés interroger la CEI. Après, ils ont déposé une plainte contre la CEI. Cette plainte-là n'est même pas encore traitée, qu'on les piège. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Il faut que nos autorités aient le courage de leurs décisions. Voilà. Vous voulez arrêter quelqu'un, vous suivez la procédure, mais on enlève les gens. Quand on ne les enlève pas, on les piège dans des réunions. On vous invite à une réunion, vous y allez, on vous arrête. Du coup, il y a un problème, il y a vraiment un problème. Oui, avant de faire l'état des lieux, c'est important de préciser que ces déguerpissements-là sont un échec de la politique sociale du gouvernement qui parle de Côte d'Ivoire solidaire. On ne peut pas parler de Côte d'Ivoire solidaire en créant des conditions pour la paupérisation d'une frange de la population. Parce que ces déguerpissements ont été brutaux, ils ont été violents
et ils ont détruit la vie de centaines de milliers de familles. C'est vraiment très important à souligner parce que l'un des objectifs de notre gouvernement, c'est de lutter contre la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la pauvreté en mettant les gens à la rue, sans respecter les procédures en la matière. C'est vraiment très grave. Et ce qui est encore plus grave, ce sont les contre-vérités qu'on raconte autour de cette opération. On prétend qu'il s'agirait de quartiers précaires, ce qui n'est pas vrai. Certains de ces quartiers étaient lotis, il y a des cités immobilières, il y a des villages. Donc on ne peut pas dire que c'était des quartiers précaires. On prétend que ce sont des zones à risque. Mais aujourd'hui où nous parlons, certaines de ces zones sont en train d'être données à des opérateurs privés pour construire des stations ou d'autres activités économiques. Donc c'est vraiment un échec de la politique sociale du gouvernement et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des scolarités qui ont été interrompues. Il y a des activités professionnelles qui ont été interrompues. Il y en a même qui sont morts dans cette affaire parce qu'ils n'ont pas supporté la situation. Et il n'y a aucune mesure jusqu'aujourd'hui qui a été prise pour les soulager. Parce qu'au début, comme j'ai dit, là, il y avait beaucoup de contre-vérités. C'est des zones inondables, c'est des quartiers précaires et ceci et cela. Donc finalement, le 13 mars 2024, il y a des mesures qui ont été prises. Sur les 5 mesures qui ont été prises, une seule a été appliquée et cette seule mesure-là n'a pas été étendue à tous les déguerpis, puisque les déguerpissements se faisaient de façon successive de janvier à novembre. Quand ça a été pris en mars, ils ont ciblé seulement les déguerpis de GESCO et les déguerpis d'Atekoubé, mais même là encore, c'était sur la base de listes frauduleuses. Du coup, il y a des personnes non déguerpies qui ont été indemnisées. Voilà, bon, ce n'est pas vraiment une indemnisation, qui ont reçu cette indemnité de relogement qui d'ailleurs n'est pas suffisante vu le coût de la vie à Abidjan, 250 000 pour qu'une famille aille se réinstaller. Ça veut dire qu'elle ne peut prendre qu'une maison de 50 000 maximum, ce qui les ramène à aller encore dans des quartiers précaires. Voilà, donc ça n'a pas été distribué à tout le monde. Donc il y a beaucoup de victimes. On va dire que 95% même des victimes n'ont pas reçu cette indemnité. Ça s'est limité à GESCO et à Atekoubé et puis après, plus rien. Tous les autres, on les a laissés pour compte et jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours laissés pour compte. On fait des listes à n'en pas finir, des listes où on n'associe pas les responsables des déguerpis eux-mêmes. Donc c'est sûr que ça va donner des listes frauduleuses. Mais pour faire quoi? On regarde nous tous, ils ont promis 3000 logements à Donkwa, mais même ça, c'est très peu parce qu'il y a une centaine de milliers de familles déguerpies. Donc les 3000 là, sur quelle base on va les sélectionner, c'est déjà un problème. Et même les conditions qu'on définit pour ces 3000 logements là sont vraiment, je ne sais même pas quel mot employer, mais c'est vraiment ridicule. Parce que quelqu'un ne va pas vivre sur son terrain de 300 à 1200 mètres carrés. Vous venez casser sa maison et puis vous allez le mettre dans une cage de 75 mètres carrés. Hein? Et encore, on demande à ces personnes-là de payer un loyer. Vous voyez, ils enlèvent l'argent ou après tout ce que vous leur avez fait subir. Donc vraiment, ce sont des mesures qui ne sont pas adaptées aux besoins des déguerpis, mais il aurait mieux valu même que ces déguerpissements-là n'aient pas eu lieu si on n'avait pas les moyens d'encadrer cela de façon correcte. Donc vraiment, le bilan, il est désastreux. D'une façon générale, pour nous, le bilan, il n'est pas positif. Il n'est pas positif parce que, au-delà des infrastructures, il y a les personnes. Il y a les personnes. Quand on vient au pouvoir, c'est pour servir le peuple. Quels sont les besoins du peuple? Même en matière d'infrastructure, on a pratiquement tout concentré à Abidjan. Alors qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des routes
dans des zones de production qui sont très mauvaises. Récemment, j'étais sur l'axe d'Issia à Gagnoa, mais c'est catastrophique. Alors que c'est une grande zone de production. Vous avez des départements comme celui de Quibli qui sont jusqu'aujourd'hui encore enclavés. Pour dire que les besoins en infrastructure sont beaucoup plus à l'intérieur du pays. L'argent qu'on a mis dans les ponts, dans les échangeurs qui ne résolvent pour autant pas les problèmes d'embouteillage, on aurait pu l'utiliser de façon beaucoup plus utile. Voilà, donc à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de centre de santé, il y a beaucoup de problèmes. Donc pour nous, même au niveau des infrastructures, il aurait fallu tenir compte des besoins des populations. Ce qui a été fait est bien, mais ça aurait pu être plus utile. Ensuite, au niveau social, on vient de parler des déguerpissements. Mais il n'y a pas que les déguerpissements qui ont accru la pauvreté. Il y a le fait même que la politique gouvernementale n'a pas su adresser le problème de la cherté de la vie. Chaque fois qu'il y a une augmentation du carburant, on augmente le transport. Mais quand il y a une baisse du carburant, comme ça a eu lieu récemment, il n'y a pas de baisse du transport. Il n'y a pas de baisse du transport. On annonce des mesures pour lutter contre la cherté de la vie. Ces mesures-là ne sont pas appliquées. Donc, il ne suffit pas de les annoncer. Il faut qu'il y ait un impact sur le terrain. Ça veut dire que les dispositions ne sont pas prises pour que ces mesures soient appliquées. Mais le plus grave même, c'est que les mesures ne sont pas réalistes. Il y a un exemple que j'aime souvent donner, c'est celui du sucre. Si le sac de 50 kg de sucre coûte 56 000 et qu'on demande aux commerçants de vendre le kilo à 950, là même ils sont descendus à 800. Mais il faut que cela soit logique. À combien le commerçant prend son sac pour que vous lui demandiez de... Ce n'est pas un philanthrope. Lui veut faire des bénéfices. Donc quand vous prenez le sac de 50 kg à 56 000, ça vous donne 1112 francs. Et puis on dit de vendre ça à 950 francs. Donc du coup, c'est juste des effets d'annonce. On ne tient pas compte des réalités des commerçants, encore moins de celles des populations pour prendre des décisions. Du coup, c'est inopérant. Et donc, la cherté de la vie s'accroît. En milieu rural, c'est encore pire parce qu'il y a des zones où les plantations de cacao ont été décimées par une maladie qui s'appelle le swollen shoot. Le swollen shoot. Et donc, là-bas, c'est vraiment catastrophique. Les populations n'ont rien. Donc, cette croissance à 2 chiffres dont on se vante au niveau macroéconomique n'est pas perçue par les populations dans leur quotidien. On parle de croissance, mais le peuple souffre. Donc, ce bilan-là, pour nous, il n'est vraiment pas positif. Il n'est pas positif. Il aurait vraiment fallu tenir compte des besoins réels des populations pour définir toute la politique gouvernementale afin que vraiment tout le monde puisse être satisfait. Même si on ne peut pas satisfaire tout le monde, que la majorité témoigne de ce qu'il y ait des choses qui aient changé positivement dans leur vie. Avant même de parler de la CEI, il est important de relever un fait qui est très triste. On connaît l'histoire de notre pays et on sait que c'est à coup de décisions politiques que le président actuel est arrivé au pouvoir. Maintenant qu'il est au pouvoir, il durcit tout au point de créer lui-même les conditions d'une nouvelle crise. Voilà. On a eu beaucoup de dialogues politiques. Le dernier dialogue a pris fin en mars 2022. Après, il n'y a plus eu de dialogue. Nous sommes en 2025, on va à des élections et on refuse d'engager un autre dialogue politique alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles il vaudrait mieux discuter, trouver des consensus pour être sûr qu'en octobre, on n'aura pas de problème, ou même avant octobre, hein, parce qu'on est déjà dans une crise préélectorale. On est déjà dans une crise préélectorale. Et la CEI n'a pas vraiment joué son rôle. Elle a été très décevante parce qu'elle
Elle est composée telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'on voulait créer la confiance entre les acteurs politiques et sociaux par rapport aux élections. Donc, on a mis des représentants de chaque composante dans la CEI. Malheureusement, le choix même des représentants pour être dans la CEI pose problème. Moi, en tout cas, ceux qui sont là-bas au titre de la société civile, je ne sais pas à quel moment et selon quelle procédure on les a désignés. Déjà, ça, je peux en témoigner. Donc, si aujourd'hui, la CEI devait créer la confiance et que tout le monde décrit sa façon de travailler, il y a lieu de s'asseoir pour en parler. Si on est vraiment dans un esprit constructif et si on veut la paix, il y a lieu de s'asseoir pour en parler. On refuse ce dialogue. La CEI aussi ne respecte pas le minimum qu'elle devrait pour garantir la confiance entre les acteurs. Vu l'importance et les enjeux de octobre 2025, il aurait été indiqué que déjà même en 2023, un dialogue soit entre la CEI, les partis politiques et la société civile pour caler même le calendrier de toutes les activités qui allaient être menées jusqu'aux élections. De sorte que en juillet 2024, on n'en soit pas à se demander à quel moment on fait la révision électorale. Finalement, une révision électorale qui était censée se tenir tous les ans selon la loi, selon l'article 6 du Code électoral, la CEI décide de façon unilatérale de le faire à cheval sur 2 années. Bon, on fait la RLE 2024 à partir d'octobre 2024 pour finir en juin 2025. Mais c'est de façon délibérée qu'on rejette la RLE 2025, ce qui n'est pas normal. Parce que quand on finit d'analyser les failles de la RLE 2024, là, à quel moment on les corrige? Et pour une élection aussi importante qu'octobre 2025, la RLE 2025 devait forcément se tenir avant octobre 2025. Donc, il y a un problème parce que la CEI qui est là actuellement, là, elle travaille depuis 2019. Elle n'est pas surprise par son travail. Elle connaît ses attributions. Donc, il y a un problème de mauvaise organisation qui nous envoie aujourd'hui dans les problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter toute la polémique autour de la CEI si elle avait pris son travail au sérieux et si elle avait travaillé selon le cadre légal qu'elle devrait respecter. Donc aujourd'hui, il y a des problèmes parce que d'une part, le gouvernement refuse le dialogue, d'autre part, la CEI ne fait pas correctement son travail et on veut que tout le monde accepte ça. Ce qui n'est pas normal. Non, non, vous avez identifié le vrai problème. Le vrai problème n'est pas au niveau des personnes, encore moins de leur âge. Voilà. Parce que si nous étions dans une démocratie, ce qui devrait intéresser, ce sont les textes. Chaque parti a ses textes. Qu'est-ce qu'on dit dans les textes du parti? Si dans les textes du parti, à 100 ans, on peut se présenter, mais quel est le problème? Celui qui a 18 ans, qui pense qu'il a les compétences pour diriger, il vient, il se présente. Celui de 100 ans aussi se présente. Notre constitution a ouvert les vannes de l'âge pour se présenter. Avant, c'était limité à 75 ans. Maintenant...